Et ce soir, notre témoin, c'est Salim Ndjed qui est avec nous. Bonsoir Salim. Bonsoir. Comment ça va Salim? Ça va et vous? Comment s'est passé ce voyage alors à Genève? Racontez-nous tout. Comment un Nîmois se retrouve dans les arcanes du pouvoir de l'ONU? Écoutez, c'était un très beau moment, un très bon voyage professionnel. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Alors, très précisément pour que les gens comprennent. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est je parlais plutôt des commissions techniques. Parce que je suis allé aussi pour des commémorations, mais on va parler du technique. Alors j'ai rédigé une déclaration orale et écrite dans une commission où je siège, qui s'appelle la prévention du crime et la justice pénale. Donc c'est une commission à l'ONU qui traite plusieurs sujets, le trafic de médicaments, le trafic d'organes, le terrorisme et les criminalités émergentes. Donc moi je suis positionné sur cette thématique-là des criminalités émergentes et donc j'ai émis une déclaration orale et écrite au fait où je sollicite la commission de créer un onglet dans l'onglet homicide, une spécificité pour les sous fonds de trafic de stupéfiants. En fait, pour mieux analyser, mieux comprendre un peu notre territoire. Exactement. Parce que je présume que la méthode de travail que vous avez employée, c'était aussi de sourcer les différents articles, ce qui a pu être fait. Déjà, parce que vous êtes intervenu d'ailleurs vous-même à plusieurs reprises sur des médias nationaux. Exactement. Déjà, le premier un peu enjeu qui s'est joué dans la rédaction c'est d'avoir cette vision internationale. Parce que quand on travaille localement, même nationalement, on a l'habitude là il faut vraiment réfléchir à l'international. Ça veut dire que c'est pas les mêmes méthodes de recherche. J'ai pu me focaliser aussi beaucoup sur les façons dont les pays vont définir leur quartier prioritaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans chaque pays. Dans les pays européens ou même à l'international? Du monde entier. D'accord. Au Mexique, aux États-Unis, en Suède qui se passe énormément de choses. C'est même pire qu'en France, en vrai, quand on regarde bien. En Suède? Ah oui, en Suède, dans mon rapport, j'ai noté qu'il y avait 35 jours sans fusillade. Hein. C'est-à-dire dans le pays, il y a eu juste 35 jours sans fusillade. Sur l'ensemble de l'année. Sur l'ensemble, c'est incroyable. Donc j'ai aussi soumis cette proposition dans la commission de créer une connotation standard pour tous les pays directement. En fait, puisque par exemple au Royaume-Uni, on va appeler les NRAS. C'est comment définir les quartiers prioritaires. Ici en France, c'est les zones urbaines prioritaires. Les QPV. Voilà, les QPV, etc. Donc déjà, de donner une connotation standard pour tout le monde, pour qu'on puisse mieux, les ONG, les experts, etc., donc ceux qui siègent à la commission. J'étais aussi très surpris de voir Interpol. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, l'endroit est prestigieux, qu'il y a vraiment des structures qui sont impliquées dans ces choses-là. Donc d'avoir une connotation pour tout le monde, mais aussi de créer justement ce sous-onglet homicide sous fond de trafic de stupéfiants pour aussi plus approfondir ces sujets-là. Et parce que la prochaine commission qui ira en 2025 ou en 2026, je dis pas de bêtises, ça sera en Arabie Saoudite. Et je demande justement de cette grande commission-là qui ait une réflexion en fait, vraiment est-ce que ça peut être acté et ça peut être mis en place. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous nous avez dit à quelques instants effectivement ce comparatif avec la Suède, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous avez appris en travaillant ce rapport et en le déposant, et quelles sont éventuellement les questions qu'on a pu vous poser à l'issue de ce rapport? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, déjà ce que j'ai appris, c'est d'avoir une vision plus large, c'est-à-dire pas juste se cantonner à son pays ou sa ville, et que, comme je l'ai dit aussi, il y a des pays où c'est grave ce qui se passe, quoi. Après, dans les tendances en Europe, parce que c'est vrai que j'ai quand même mis un bon focus sur l'Europe, on se rend compte qu'il y a une émergence dans le système un peu des tueurs à gages, donc des gens qui vont venir pour aller prendre des armes et tirer réaliser des contrats, en fait, c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon. Et ils sont très jeunes, donc on voit la moyenne d'âge c'est 23 ans. Oui, donc les phénomènes en fait que l'on voit en France existent de manière exacerbée dans d'autres pays dans le monde entier, mais on se rend compte finalement que quand on parle de trafic international, on est pleinement là-dedans. Exactement, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une criminalité qui émerge en fait, où maintenant les criminels ils sont en toute puissance sur le trafic de stupéfiants, et ça tire à tout va, et c'est aussi ce qui montre le nombre de morts collatéraux en fait. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui décèdent suite à ces règlements de compte, qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Et ça, c'est aussi dû, je suis désolé du terme, un peu à l'amateurisme des gens qui sont pris pour ces missions-là, qui sont très jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de collatéraux. Il y a aussi d'autres
pas mal de choses qu'on a dénombrées. Bon, après, voilà, c'est peut-être technique, mais... Oui, on va peut-être pas rentrer dans le détail, parce qu'on aura l'occasion de faire un article sur Objectif Gare et de rentrer dans le détail. Mais ce soir, moi, dans l'émission, ce que j'avais envie de savoir, Salim, c'est qu'est-ce que peut faire l'ONU? Parce que vous allez là-bas, vous donnez un rapport, mais finalement, quelles sont les marges de manœuvre de l'ONU? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 6000 ONG qui sont accréditées aux Nations Unies pour apporter leurs expertises de terrain dans les commissions. D'accord. Donc ça fait énormément de travail pour les gens qui travaillent là-bas. Ce qui se passe en fait dans ces commissions-là, on émet des déclarations qui sont ensuite étudiées par les Nations Unies, et lors de l'Assemblée Générale chaque année, ils traitent donc ces questions-là et ils sélectionnent donc les sujets. Après derrière, ce qui peut être fait aussi, et je remercie notre collaborateur Campus Watch avec qui donc je travaille sur ces thématiques-là. Il faut aussi aller solliciter justement les collectivités, les ministères en disant voilà, écoutez, on a déposé un rapport, voilà ce qui est dit, comment on pourrait nous déjà commencer à mettre en place des choses. Donc c'est pas juste attendre que les Nations Unies votent des choses, etc. dans les assemblées, c'est nous aussi derrière en tant qu'ONG, association de terrain, aller solliciter les collectivités, les élus locaux ou nationaux pour leur dire voilà, comment on peut mettre en place des choses, on a des solutions, etc. Si je peux... Brahim, je vous en prie. Mais Salim, après... on connaît notre modèle sociétal en France, et est-ce que d'autres pays comme la Suède, justement, parce que souvent on parle de la Suède comme un modèle en matière d'éducation, on les met tout en avant, et là j'apprends, par rapport à vos données, à ce que vous dites, que vous expliquez que finalement, au bout du bout, c'est peut-être un des pays en Europe qui est le plus en difficulté, en sachant que nous... Alors c'est peut-être proportionnel, parce qu'en nombre d'habitants... En fonction d'habitants, c'est pour ça, mais la première des choses, c'est que je voulais savoir, c'est justement ça, en fonction de la population, est-ce qu'on peut le comparer de la même manière? Et surtout, en matière de prévention, est-ce que les autres pays s'appuient sur un modèle que nous avons quand même? Moi, j'ai un droit de réserve, mais quand même, on va dire que je m'y connais pas mal en matière de politique de la ville et dans le milieu associatif. Je pense quand même qu'en France, il y a quand même un sacré modèle économique et de développement à travers la politique de la ville, notamment sur les programmes NPNRU pour décloisonner, pour faire en sorte qu'on ouvre les quartiers politiques de la ville sur l'ensemble du territoire. Et ça, est-ce que dans ce milieu-là, est-ce que on le ressent de la même manière? Est-ce que vous le voyez de la même manière? Après, on ne va pas parler de ces mêmes problématiques là-dessus. Bien sûr. Alors, je vais me permettre de répondre à la première question. Quand vous parlez de la Suède et le modèle social, etc., il faut savoir qu'en tous les cas, moi, quand je parle de la criminalité émergente qu'il y a là-bas, c'est exclusivement sur les règlements de compte, les fusillades, etc. Peut-être que sur des questions d'éducation, ils sont peut-être plus avancés. Je n'ai pas vraiment mis l'accent pour l'instant dans mes études à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur la criminalité, c'est un des pays même Stockholm, c'est une des villes d'Europe les plus sensibles au niveau de... Ensuite, par rapport au modèle urbanistique aussi, donc vous parlez du NPNRU, il y a d'autres pays comme la Vienne en Autriche qui ont des HLM comme nous en fait, et on se rend compte qu'en fait il n'y a pas le même taux de précarité dans ces HLM là. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas vraiment comparer du tout pour tout parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, que ce soit culturel. Salim, je vais aller direct avec toi. Est-ce qu'il y a le même problème par rapport à tout ce qu'on peut parler de l'immigration, etc. Est-ce que c'est parce que souvent on compare en fait la difficulté que peuvent rencontrer les gens, vous le voyez bien avec. moi je vois, vous me parlez de. C'est le lien qui est fait en France. Le lien qui est fait en France. Mais oui, mais en Autriche. Par certaines parties. Oui, mais en Autriche. Dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est un parti un peu d'extrême droite qui est arrivé au pouvoir et qui est pas loin du pouvoir, si je me trompe. Donc, est-ce qu'on peut faire cette comparaison-là ou pas? Alors, je rejoins ce que dit Abdel, il a entièrement, en mon sens, il a entièrement raison. C'est la récupération politique qui est faite aujourd'hui dans ce qui se passe dans les quartiers. Nous, on œuvre sur le terrain maintenant depuis 6 ans. On est au contact dans les quartiers de pas mal de jeunes adultes. Et mettre le problème sur l'immigration, c'est un peu raccourci facile. C'est un peu raccourci facile. C'est parce que moi je pense qu'à mon sens, sans vouloir faire de sociologie de politique, on essaie un petit peu de mettre la faute sur quelqu'un pour essayer de se dire ben voilà, en fait le problème ça vient de là et puis basta. Non, il y a des problématiques. Sauf qu'il y a des ramifications, comme on vient de le dire, internationales, etc. Eric, vous vouliez interroger Salim qui est avec nous? Oui, je m'interroge sur. C'est très bien de poser le diagnostic. C'est aussi intéressant d'avoir un peu quelles sont les solutions, parce que c'est vrai que tout le monde a sa solution, facile ou pas. Et moi, je rebondis aussi, ça me fait penser à un débat qu'on avait eu ici, donc avec Frédéric Pastor, sur la réponse judiciaire rapide, carcérale aussi. Est-ce que, parce que je pense notamment à l'exemple de la Hollande,
monde qui ferait ce choix justement d'avoir une réponse très rapide et immédiate, avec des courtes peines, mais finalement avec une volonté de rien laisser passer. Est-ce que ça, c'est une solution éventuelle? Est-ce que ça, c'est une solution que l'ONU prend en compte? Est-ce que cet exemple de la Hollande, qui apparemment, la famille là-bas, qui a des réponses plutôt positives, est-ce que ce serait quelque chose vers lequel on devrait aller? Alors moi, je vais un peu reprendre les termes que j'ai employés sur les chaînes nationales depuis cet été. On parle énormément de répression et j'ai l'impression que dans l'esprit collectif, il y a vraiment la réponse à ces problématiques dans les quartiers prioritaires, c'est vraiment la réponse répressive. Je ne dis pas qu'elle est unique, mais mais je pense qu'on devrait un peu plus élargir le débat aujourd'hui et essayer de se poser des questions. Je pense qu'on est un pays suffisamment développé, on est des gens suffisamment intelligents pour essayer d'élargir le débat sur en fait, voilà, voir le problème de notre point de vue, essayer de se dire est-ce qu'on ne peut pas aborder les questions de notre point de vue plutôt que la question répression. Parce que je pense que quand on parle à un gamin de 16 ans, je pense que plutôt que de venir le taper sur le dos et le mettre en garde à vue, lui faire peur, je pense que peut-être que, voilà, après, je suis pas non plus une généralité, il y a peut-être des profils que voilà, la répression il faut, et je suis pas contre la répression, mais je pense qu'on est assez intelligent et civilisé pour... Il faut des alternatives, en tout cas, à la répression. François, est-ce que vous avez une question ou une interrogation? J'avais une question, mais c'est un tellement vaste débat, tellement de tiroirs. On arrive déjà au bout. Oui, simplement, sur le volet économique, est-ce que, je ne sais pas si vous avez participé, il y a dû avoir une commission sur l'importance du volet économique du narcotrafic, qui est mondialisé et qui est le nerf de la guerre, si j'ose dire. Est-ce que vous avez là-dessus quelques informations? Alors il y a une commission qui s'appelle donc la commission des drogues, qui est spécifique vraiment donc aux drogues. J'ai pas encore assisté à une commission des drogues. Moi, il faut savoir que je fais mes premiers travaux que depuis 2024, donc j'ai pas encore vu tout le panel par rapport à mon travail. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une commission qui parle de ça et je pense que je serai amené à l'avenir à... Oui, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et il est là aussi. Mais moi, je pense que je peux dire, moi, en tant que spécialiste des climats urbains aujourd'hui, c'est que le bassin économique, déjà, je vais parler localement, il est très pauvre. Et ça, on se rend compte que ça a un très fort impact sur la délinquance. Des jeunes qui partent pas en vacances, peut-être qu'ils n'ont pas bougé de Nîmes depuis peut-être 6 ans, qui les étaient à part aller au Gros du Roi, ils bougent pas. Enfin, on se rend compte que ça crée des tensions. Indirectement, on va les croiser en centre-ville, ils vont être... Voilà, c'est... Isabelle Chenu. Chenu, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez une question pour Salim? Oui, ok, une question. Alors, moi, il me semble que... Une question ou une interrogation, ou une interpellation, je vous en prie. Alors, ce que j'aimerais, c'est rattacher votre travail que vous faites à l'ONU à la situation à Nîmes, qu'on n'a pas véritablement détaillé. Rappelez qu'au niveau d'un enfant, Fayed, qui a été tué par le trafic, effectivement, à Pissevin dernièrement. Et puis, moi, j'ai bien suivi aussi ce qui s'est passé autour de l'école Bruguier au chemin bas d'Avignon, qui a provoqué l'arrêt de l'école Bruguier parce qu'il y avait trop de risques, à cause du trafic. Mais moi, ce que j'aimerais pointer, avant tout, avant l'immigration, que heureusement vous avez mis de côté, le problème, c'est la responsabilité de l'État là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de soucis? Pour moi, c'est vraiment que l'État a abandonné ses responsabilités. Et il me semble que, j'ai entendu qu'à Pissevin, on a retiré les commerces de proximité, les services publics, la médiathèque est fermée aujourd'hui. Peut-être qu'après, dans cette déshérence, ça provoque... il y a un projet quand même de rénovation urbaine à 450 millions d'euros. Oui, dans 4 ans, je ne sais pas combien. Elle est déjà rénovée. Vous seriez aux manettes, ça vous prendrait autant de temps. Non, mais Salim, il y a quand même des choses qui sont en place par l'État. Déjà, la politique de la ville, c'est des financements incroyables sur le territoire. Il y a le projet NPNRU qui est financé sur la ville de Nîmes à 700 millions d'euros. Donc, c'est quand même des chiffres assez conséquents. On ne peut pas dire qu'il y a un abandon de l'État. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'y suis allé, j'ai vu que franchement, c'est très abandonné au niveau de l'état des bâtiments. Moi, ce que je pense que localement, il devrait y avoir une meilleure gestion. Je me permets, après, j'imagine que être aux commandes, ça ne doit pas être si simple aussi que ça. Mais en tous les cas, je pense qu'on devrait essayer de plus mettre l'accent sur une meilleure gestion des ressources et des acteurs qui sont impliqués sur les territoires pour essayer d'augmenter nos résultats. Je pense que c'est plus ça Et Salim, il y a des élections en 2026. Est-ce que vous avez envie d'y participer? Parce qu'on pourrait se poser la question. Finalement, vous avez un think tank, je crois, ici, localement. Vous essayez de réfléchir, vous êtes invité à l'ONU. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de s'inscrire durablement et de faire, pourquoi pas, de la politique demain? Moi, je pense très sincèrement que dans la politique, j'en fais déjà. Le fait d'œuvrer sur mon territoire et d'être invité aux Nations Unies je suis accrédité, je suis accrédité aux Nations Unies toute l'année 2024 sur des commissions, donc je pense que la politique, j'en fais déjà. Donc voilà, après la question, je me la pose pas maintenant parce que j'ai déjà beaucoup de travail en ce moment. Mais on verra l'année prochaine. Voilà, on verra. Et les conditions, parce que j'ai suivi un petit peu
Quelles conditions vous habitez à Nîmes? Non, mais je suis sérieux parce que des jeunes gardois qui vont siéger à l'ONU, qui participent à des commissions. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Exactement, donc c'est pas si simple que ça. Et du coup, j'ai suivi un petit peu ces péripéties parce qu'il a pris, comme tu disais en amont, sur des chaînes nationales, il a pris position sur certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, donc est-ce que ça s'est amélioré vos conditions de travail, de fonctionnement sur le territoire nîmois, comme tu dis, même si je suis pas de Nîmes? Ben, écoute, merci de poser la question. Localement, c'est toujours un peu pareil depuis maintenant 2 ans et demi même, ça n'a pas vraiment changé. Là, dans quelques jours, j'ai beaucoup de rendez-vous avec des élus locaux, donc ce sera le moment d'échanger un petit peu. On regrette un petit peu qu'il n'y ait pas un peu plus d'engouement autour de ce qu'on fait, parce qu'on estime quand même que c'est une chance qu'un Nîmes aujourd'hui soit accrédité aux Nations Unies, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bien sûr. Et surtout sur des problématiques qui sont assez importantes sur le territoire. Mais donc non, ma situation n'a pas changé, notre situation n'a pas changé. Mais bon, on espère que dans les prochains rendez-vous qu'ils arrivent, en tout cas, ma porte sera toujours ouverte. Ma main sera toujours tendue et on espère que ce sera réciproque. Merci beaucoup, Salim, en tout cas, d'être passé une nouvelle fois sur notre plateau. On était ravis de vous accueillir ce soir. Dans quelques